Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la dernière partie du cours sur la régulation des gènes. À la fin de la page 7, donc on termine sur la deuxième façon qui est au programme pour réguler les gènes, c'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Alors, on a vu qu'il y avait l'épigénétique, donc je vous ai montré plein d'exemples d'épigénétique, et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'épissage alternatif. Alors, est-ce que vous vous rappelez du mot épissage? L'épissage, c'était la première partie, on en a parlé au niveau de la transcription de l'ADN au moment de la synthèse des protéines. Donc la transcription, il y avait un moment où on enlevait les introns et on gardait les exons. Voilà. Et puis, ça, c'est la partie simple. Qui a été faite donc dans la première partie du cours. Et là, je vais vous montrer que c'est pas si simple que ça, que c'est pas toujours exactement fait de la même façon. Donc, il y a bien un moment où il faut arrêter de fabriquer des protéines. Vous êtes d'accord? On ne peut pas non plus fabriquer des anticorps, des hormones, des enzymes à l'infini. Il y a bien un moment, il y a quelque chose qui va dire on arrête d'en fabriquer. Eh bien, c'est là, voilà, on arrive au moment où je vais vous expliquer une régulation qualitative et après une régulation quantitative. Donc cet épissage, je vous le rappelle, on a donc à partir de l'ADN fabriqué un pré-ARN messager. Ce pré-ARN messager va donc subir un épissage alternatif. Mais on va voir que ce n'est pas partout. En effet, il n'est pas obligatoire que tous les exons d'un gène donc servent et soient choisis pour faire une protéine. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs formes d'ARN messager mature. C'est-à-dire qu'à partir d'un pré-ARN messager, on pouvait avoir plusieurs ARN messagers matures différents. Voilà la nouveauté. Donc, il est inconcevable maintenant, donc il est inconcevable de définir un gène comme une entité codant d'une seule protéine. Donc maintenant, on sait que un gène, suivant le choix des exons qui a été fait, ne va pas donner la même protéine, entre autres. Ça, donc là, on est dans le qualitatif. Attention. Donc l'unité de l'information, c'est plus le gène, c'est en fin de compte l'exon qui est beaucoup plus important que le gène en lui-même. Donc, le gène doit être plutôt considéré comme une succession d'exons sélectionnés de façon alternative. Donc, j'adore ce schéma-là, il est nickel. Vous avez 3 barres rouges, donc 3 exons. Si je prends un épissage où je choisis que les 2 premiers, je vais donc avoir mon ARN messager mature, je vais donc avoir la traduction de cet ARN messager en protéine, j'aurai une protéine 1. Si maintenant, au lieu de choisir les 2 premiers, je choisis le premier et le dernier, j'aurai donc un autre épissage, j'aurai donc un autre ARN messager mature et j'aurai encore une autre protéines. Donc vous voyez que selon si je choisis les 2 premières ou les 2 extrémités, je n'aurai pas du tout le même code et donc la même fabrication de protéines. Voilà le principe de l'épissage alternatif. Alternatif, ça veut dire un coup je choisis quelque chose, un coup je ne le choisis pas. Alors il y a 2 types d'exons. Il y a des exons qui seront toujours pris, on les appelle des exons, je l'ai mis en rouge là, constitutifs. Et puis il y a des exons qui ne vont pas du tout qui vont être plus ou moins visibles, plus ou moins reconnus, et qu'on prendra un coup, puis qu'on ne prendra pas la prochaine fois. Et en fin de compte, c'est ceux-là qui vont faire modifier le codage. Voilà, bon, ça c'est une petite précision. Donc, si l'épissage correspond à l'élimination des introns, on a donc la liaison des exons bout à bout pour faire un ARN mature et le choix de l'inclusion des exons peut être alternatif. À partir de là, je vous donne 2 mots de vocabulaire, le transcriptome qui sera donc l'ensemble des transcrits et l'ensemble des protéines qu'on appellera le protéome. Donc chaque cellule peut avoir des protéomes différents, sans élargir pour autant le nombre de gènes. C'est-à-dire qu'un même gène peut donc donner un ensemble de protéines qu'on appellera un protéome. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis dans l'encadré? Dans l'encadré,
donc une sorte de petit résumé, la majorité des gènes donc, possèdent en moyenne une dizaine d'exons. Les possibilités de saut ou d'inclusion d'exons, c'est-à-dire, ah tiens, je choisis le premier, une fois je choisis le quatrième, eh bien c'est quasiment illimité. Hein, donc on a la possibilité vraiment énorme. Alors, le mieux, c'est de prendre les exemples. Je vous en ai donné deux. L'exemple du gène CALCA. Alors, le gène CALCA, vous avez une petite vidéo sur l'épissage. Vous tapez épissage sur YouTube. Vous en avez une du Min20 qui est très, très bien faite. Le gène CALCA, très connu hein, comme exemple. Si ce gène, alors là, il dit, je ne me rappelle plus sur quel chromosome il est, mais bon, c'est pas très important, c'est pas grave. Mais bon, le gène CALCA, il existe donc sur tout le même chromosome de toutes vos cellules. Mais quand il est dans les glandes thyroïdiennes, il prend le numéro 1 et le numéro 2 ici de l'exemple et il fabrique de la calcitonine. D'accord ? Et puis quand ce même gène, sur le même chromosome, mais qui se trouve dans le système nerveux, eh bien lui, au moment de l'épissage, il va choisir le 1, le bleu ciel, donc le violet, le 3 et le 4. Et là, il va fabriquer un vasodilatateur. Donc, vous vous rendez compte que suivant l'endroit où ce gène est, donc c'est logique, puisqu'on a tous le même nombre de chromosomes dans toutes nos milliards de cellules, si la cellule se trouve dans une glande, eh bien l'épissage va être d'une certaine façon, et quand le même gène va être dans une autre cellule à l'autre bout du corps, eh bien, il ne va pas choisir du tout les mêmes exons, et il va donc pas du tout fabriquer la même chose. Donc là, c'est vraiment un exemple vraiment marquant. Hein. Alors un autre exemple un peu plus délicat, mais qui est intéressant, c'est la fabrication ou pas de récepteurs membranaires. Alors petit rappel sur qu'est-ce qu'il y a dans une membrane plasmique. Il y a donc une bicouche lipidique qui est ici, c'est les deux traits noirs, et il y a des protéines. Voilà. Ces protéines peuvent ici capter ou pas les petites boules roses qui sont par exemple, alors c'est le sang, hein, mais mettons qu'ici on est le sang qui arrive, ça peut être une hormone par exemple, voilà. Hein. Donc dans le cas normal, donc si tout se passe bien, ils choisissent le 1, le 2, le 3 et le 4, donc tout se passe bien, fabrication d'une protéine qui va se mettre sur la membrane cytoplasmique et qui va donc être capable de prendre le signal de l'hormone et donc de fabriquer à l'intérieur, ici c'est l'intérieur de la cellule, par exemple, je sais pas, n'importe quelle autre protéine d'ailleurs. Et puis quand il y a un signal d'arrêt, eh bien là, on va avoir que la 1, la 2 et la 4. Et là, du coup, pas de récepteurs qui vont se fixer sur la membrane. Ils vont traverser et ils vont bloquer, par exemple, des hormones qui seraient véhiculées par le sang. Ils vont bloquer le signal. Donc, d'un côté, le signal est lu. De l'autre côté, le signal n'est pas lu. Donc, inhibition du signal, transduction du signal. Voilà un autre exemple. Et ici, on a donc l'ancien dogme basé sur l'hypothèse, avant on disait qu'un gène c'était une protéine et une fonction, et maintenant on s'est rendu compte que c'est pas du tout ça. Tout dépend des exons qui vont être choisis au niveau de l'ARN du pré-ARN messager. Alors ça, c'est pour l'épissage qualitatif. Vous voyez, qualitatif, c'est est-ce que je vais avoir une hormone ou est-ce que je vais avoir un neuromédiateur, voilà. Et puis, on termine par l'épissage alternatif quantitatif, qu'on appelle aussi de dégradation. C'est-à-dire il y a bien un moment, il va falloir arrêter la fabrication d'une protéine. Et qui donne l'ordre d'arrêter la fabrication? Eh bien, c'est encore le choix des exons. Là, on a... si on choisit le 1, le 3 et le 4, on a donc la lecture normale, une traduction tout à fait normale de notre ARN messager. Et puis là, si on choisit, on rajoute le 2, codon, là on ne voit pas que c'est un codon, mais qui aura donc un rôle d'arrêter la traduction et carrément la fabrication d'un exonucléase, qui est donc une sorte d'enzyme qui va détruire l'ARN messager pour arrêter la fabrication de la protéine. Dans le cytoplasme, hein, on est d'accord.
Donc vous vous rendez compte, on ne peut pas laisser à l'infini un ARN messager dans un cytoplasme, sinon il va continuer à fabriquer, à donner l'ordre de fabriquer la protéine. Il y a bien un moment, il faut que ça s'arrête, il faut bien un moment que ça, qui soit détruit. Et voilà l'exemple d'une variante, donc où là, il est détruit. Donc il arrête de fabriquer. Donc là, on est bien dans une régulation quantitative, de la quantité donc de fabrication de la protéine. Et on termine par la conclusion, où je reparle du fameux mot plasticité, parce qu'on va s'en servir en écologie, au moment de la sélection. Donc là, je redonne le terme de protéome, il y a la possibilité dans l'avenir, bien sûr, sur les 100 milliards de neurones, avec toutes les possibilités donc de cet épissage alternatif, eh bien que la plasticité neuronale nous permettra de comprendre toutes les maladies neurodégénératrices et neuronales que l'on a actuellement et qu'on n'arrive pas à guérir tout simplement. Et il y a sûrement beaucoup de biologistes qui travaillent sur ces mécanismes qui permettront peut-être effectivement de guérir, d'allumer, d'éteindre des gènes pour guérir ces maladies tout simplement. Donc l'avenir est radieux pour ces maladies dans le futur, sûrement dans le futur. Voilà pour la fin de ce cours. Je vous retrouve pour la correction des exercices de ce chapitre. Au revoir.